Nous avions décidé, cette année, de célébrer Noël dans la maison familiale en Alsace, une bâtisse centenaire qui appartenait à notre famille depuis des générations. Mon père y tenait particulièrement, disant que c'était là que les souvenirs prenaient vie, entre les murs qui avaient survécu au temps et aux guerres. En arrivant, un froid glacial nous a accueillis, bien plus saisissant que ce à quoi je m'attendais. Pourtant, la maison était charmante, avec ses poutres en bois massif, ses murs en pierre, et cette odeur de sapin qui flottait dans l'air. Ma mère, comme toujours, s'est immédiatement mise à décorer, tandis que mon frère cadet et moi aidions à installer les guirlandes et les boules sur le grand sapin que nous avions coupé le matin même. Le soir, après un dîner copieux, nous nous sommes installés autour de la cheminée. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dans toute la pièce. Mes parents racontaient des histoires de leur enfance, tandis que mon frère, les yeux mi-clos, jouait distraitement avec un morceau de bois qu'il avait ramassé dehors. Pourtant, malgré l'ambiance chaleureuse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine lourdeur. Il y avait quelque chose dans cette maison, une présence invisible, comme si les murs eux-mêmes gardaient en eux des souvenirs qu'ils ne voulaient pas partager. Je me suis dit que c'était peut-être mon imagination, ou simplement le poids de l'histoire de cette maison, mais ce sentiment ne m'a pas quitté de la soirée. Alors que la nuit tombait, un silence presque surnaturel enveloppait le village. Pas de bruit de voiture, pas de vent, seulement ce silence profond, perturbé de temps à autre par le craquement du bois dans la cheminée. Ce silence était à la fois apaisant et angoissant, comme si quelque chose guettait dans l'ombre. Alors que nous étions en plein dessert, un bruit sourd retentit au-dessus de nos têtes, suivi de ce qui ressemblait à des pas lourds. Toute conversation s'interrompit, et nous levâmes les yeux vers le plafond en silence. « Ça doit être le vent », dit mon père en haussant les épaules, mais son regard trahissait une légère inquiétude. Ma mère, toujours pragmatique, ajouta « ou des rats. Tu sais bien que cette vieille maison en est remplie. » Personne n'osa contester, mais je voyais que mon frère était blême, les yeux rivés sur le plafond comme s'il s'attendait à voir quelqu'un en descendre. Les bruits continuèrent, des pas traînants, comme si quelqu'un arpentait lentement le grenier. Finalement, mon père se leva, armé d'une lampe torche, et après un soupir, dit « Je vais vérifier, pour qu'on puisse tous passer une nuit tranquille. » Nous le regardâmes grimper l'escalier grinçant qui menait au grenier, son ombre dansante projetée sur les murs par la lumière vacillante de la torche. Quelques instants plus tard, nous entendîmes le bruit de la trappe s'ouvrir, suivi de ses pas dans le grenier. Le silence s'installa à nouveau, seulement brisé par le bruit de sa voix lointaine. « Rien ici, juste des vieilles caisses. » Il redescendit avec un sourire forcé. « Rien à signaler. Probablement des branches qui frottent contre le toit ou une poutre qui travaille. Allez, tout le monde, au lit. » Malgré ces paroles rassurantes, le malaise persistait. Je pouvais sentir, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose ne tournait pas rond. Lorsque je me couchais cette nuit-là, les bruits avaient cessé, mais l'impression d'être observé, elle, était bien présente. En pleine nuit, je fus réveillé par un bruit léger, comme un froissement, venant du salon. D'abord, je pensais que c'était le vent ou peut-être un animal, mais en tendant l'oreille, j'entendis distinctement le tintement des décorations sur le sapin, comme si quelqu'un les touchait. Mon cœur s'accéléra. Je jetai un coup d'œil vers mon frère, profondément endormi dans son lit. Hésitant, je me levai et ouvris doucement la porte de notre chambre, veillant à ne pas faire grincer les gonds. Le couloir était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par une faible lueur venant du salon. En avançant à pas feutrés, je me penchai pour regarder par l'embrasure de la porte. Ce que je vis me glaça le sang. Debout à côté de la cheminée, un homme que je n'avais jamais vu. Grand, maigre, vêtu d'un manteau sombre qui semblait venir d'une autre époque. Son visage était à moitié caché par l'ombre, mais je pouvais distinguer ses yeux, fixes, presque luminescents dans la pénombre. Il était tourné vers le sapin de Noël, comme s'il observait les décorations. Je me figeai, incapable de bouger ou de détourner le regard. L'homme leva lentement la tête, comme s'il avait senti ma présence, et tourna légèrement son visage dans ma direction. Je sentis ma respiration s'arrêter. Rassemblant tout mon courage, je reculai lentement, retournai dans ma chambre et secouai mon père pour le réveiller. « Papa, il y a quelqu'un dans le salon, » murmurai-je d'une voix tremblante. Il grogna, visiblement agacé, et tenta de me rassurer. « Tu as dû rêver. Retourne te coucher, il n'y a personne. » Malgré mes protestations, il refusa de se lever. Je n'avais pas la force de descendre seul, alors je restai là, allongé dans mon lit, les yeux ouverts, à écouter le silence pesant de la maison. Au petit matin, tout semblait redevenu normal, mais je savais ce que j'avais vu. Et cette vision allait hanter mes pensées bien au-delà de cette nuit. Le matin de Noël,
L'excitation habituelle pour l'ouverture des cadeaux ne parvint pas à chasser l'angoisse qui m'avait habité toute la nuit. Je descendis dans le salon avec mon frère, les yeux encore lourds de sommeil. Mes parents étaient déjà là, prêts à nous voir déballer nos paquets sous le sapin. Mais avant même que je puisse m'asseoir, quelque chose attira mon attention. Plusieurs cadeaux que je n'avais jamais vus auparavant reposaient sous l'arbre. Ils étaient emballés dans un papier épais, jauni, orné de rubans de tissu grossier. « Qui a mis ça ici ?» demanda ma mère en fronçant les sourcils. Mon père haussa les épaules. « Ce n'est pas de moi. Toi ?» Elle secoua la tête, perplexe. Mon frère, lui, semblait fasciné par ces paquets. « C'est peut-être le Père Noël ?» s'exclama-t-il, mais son enthousiasme ne trouva aucun écho chez nous. Mon père, après un moment d'hésitation, saisit l'un des cadeaux et le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvait un vieux livre à la couverture de cuir craquelé, ses pages jaunies par le temps. Sur la première, un message était inscrit à l'encre noire, dans une écriture élégante mais datée. « Merci pour l'accueil. Mais ne m'oubliez pas, ou je reviendrai. » La pièce devint glaciale, comme si le feu dans la cheminée s'était éteint d'un coup. Le second cadeau contenait une montre de poche rouillée, dont les aiguilles étaient arrêtées à minuit pile. Le troisième, une poupée de porcelaine aux yeux étrangement réalistes, semblait fixer celui qui la tenait. Un silence pesant s'abattit sur nous, brisé seulement par ma mère, qui murmura, tremblante, « C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas ?» Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une blague. Je repensai à l'homme que j'avais vu cette nuit-là, à son regard, et je sentis une peur sourde m'envahir. Il était venu, et il avait laissé un message. Mais pourquoi? Et surtout, qu'arriverait-il si nous l'oublions? Après cette matinée glaciale, mes parents tentèrent de rationaliser la situation. Mon père insista sur l'idée que ces objets avaient peut-être été laissés par l'ancien propriétaire, retrouvés par hasard dans un recoin de la maison. Ma mère, elle, décida de tout emballer à nouveau et de les ranger dans un placard. « Nous réglerons ça après les fêtes », dit-elle d'un ton ferme, mais je pouvais sentir dans sa voix qu'elle était tout aussi troublée que moi. La journée passa dans un étrange mélange de silence et de nervosité. Mon frère, insouciant, jouait avec ses cadeaux, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de repenser au message. Cette phrase, « Ne m'oubliez pas, ou je reviendrai », tournait en boucle dans ma tête. Le soir venu, la maison retrouva son calme, mais un calme oppressant, lourd, presque palpable. Après le dîner, nous montâmes tous nous coucher, espérant que la nuit passerait sans incident. Pourtant, je peinais à trouver le sommeil. Chaque craquement du bois, chaque souffle de vent dehors semblait amplifié, comme si la maison elle-même respirait. Vers minuit, je fus réveillé par un bruit, cette fois venant de l'escalier. Ce n'était pas un craquement aléatoire, mais des pas, lents, réguliers, montant les marches une par une. Je restai figé dans mon lit, incapable de bouger, écoutant ce son qui semblait se rapprocher de notre chambre. Finalement, la poignée de la porte tourna doucement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Puis, tout redevint silencieux. Au matin, ma mère trouva les cadeaux qui avaient été rangés dans le placard à nouveau sous le sapin, parfaitement alignés, comme s'ils n'avaient jamais été déplacés. Cette fois, elle ne dit rien, mais son visage était livide. Le reste des vacances se passa sous tension. Dès que Noël fut terminé, mes parents décidèrent de quitter la maison plus tôt que prévu. Mon père prétexta des obligations professionnelles, mais nous savions tous que ce n'était qu'un prétexte. Nous ne sommes jamais retournés dans cette maison. Mon père la vendit quelques mois plus tard, sans un mot. Mais parfois, la nuit, je repense à cet homme dans le salon, à son regard fixe, et je me demande, qu'arriverait-il si ceux qui vivent là maintenant oubliaient de se souvenir de lui? Je travaille au célèbre marché de Noël de Strasbourg, un lieu magique qui semble tout droit sorti d'un conte. Chaque année, la ville se pare de ses plus belles lumières, et l'air est empli d'odeurs enivrantes de vin chaud, de cannelle et de pain d'épices. Les ruelles pavées regorgent de visiteurs émerveillés, leur rire se mêlant aux douces mélodies des chants de Noël. Ce soir-là, comme à mon habitude, je m'occupais d'un stand décoré de guirlandes scintillantes. Les clients défilaient, le sourire aux lèvres, fascinés par les ornements artisanaux. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange au loin. Un groupe de personnes se tenait à l'ombre d'un sapin immense, un peu en retrait de la foule. Ils étaient vêtus de manière étrange, comme s'ils sortaient d'une autre époque, robes longues, capes épaisses, bonnets en laine. Leur apparence contrastait tellement avec les passants que je ne pouvais pas détacher mon regard. Ils chantaient, mais leur mélodie était différente des cantiques joyeux que l'on entendait partout ailleurs. Leur voix était douce, presque éthérée, et portait une tristesse que je n'arrivais pas à expliquer. Ce qui m'a frappé le plus,
c'est que personne autour de moi ne semblait les remarquer. Les visiteurs continuaient à discuter, à marcher, comme si ce groupe n'existait pas. Intrigué, je me suis avancé, mais à peine avais-je fait quelques pas qu'ils se sont arrêtés de chanter. Comme s'ils avaient senti ma présence. Sans un mot, ils se sont retournés et ont commencé à s'éloigner, lentement, vers une ruelle sombre. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une étrange fascination. Qui étaient-ils? Et pourquoi leur chant me semblait-il si familier? Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce groupe étrange. Leur mélodie hantait mon esprit, comme un souvenir lointain que je ne parvenais pas à la situer. Alors, le lendemain, quand je les ai aperçus à nouveau, presque au même endroit, je n'ai pas hésité. Le marché était animé, les lumières clignotaient, et les voix des passants formaient un brouhaha constant. Mais, comme la veille, leur présence semblait hors du temps. Le groupe se tenait là, immobile, entonnant leur chant mystérieux. Cette fois, j'étais déterminé à comprendre. Je les ai suivis. Ils avançaient lentement, en file indienne, leurs pas résonnant faiblement sur les pavés humides. Leur chant résonnait dans la ruelle, amplifié par l'étroitesse des murs, et chaque note semblait s'insinuer directement dans mon esprit. Ils m'ont mené jusqu'à un passage sombre et isolé, une petite ruelle à peine éclairée par un vieux lampadaire vacillant. Le froid de décembre s'intensifiait, et un étrange silence régnait, comme si le bruit du marché s'était éteint derrière moi. Alors que je m'approchais, le groupe s'est arrêté au fond du passage. Leur chant a cessé brusquement, et ils ont disparu. Pas comme quelqu'un qui tourne un coin de rue ou entre dans une porte, non. Ils se sont évaporés, littéralement, devant mes yeux. Je suis resté figé, mon souffle formant des nuages dans l'air glacé. Au sol, à l'endroit exact où ils se tenaient, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De petits morceaux de papier brûlés, comme des cendres éparpillées. Une odeur âcre flottait dans l'air, celle de la fumée et du bois consumé, mais il n'y avait aucun signe de feu. Je me suis penché pour ramasser un fragment, mais au moment où mes doigts l'ont effleuré, une sensation glaciale m'a envahi, comme si quelque chose d'invisible m'avertissait de ne pas aller plus loin. Je me suis redressé d'un bond, l'angoisse montant en moi. Tout semblait irréel, mais une chose était certaine, je ne pourrais pas ignorer ce que je venais de vivre. Troublé par cette étrange rencontre, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher des réponses. Ce n'était pas possible, je me disais, ce n'était qu'une illusion, un mauvais rêve, ou peut-être une simple coïncidence. Mais une partie de moi savait que ce que j'avais vu n'était pas normal. Je devais en savoir plus. Je me suis rendu à la bibliothèque de la ville, un lieu ancien et poussiéreux où je savais que je pourrais trouver des informations sur l'histoire de Strasbourg. Après avoir fouillé dans plusieurs livres et archives, un nom est ressorti. Un terrible incendie qui avait ravagé la rue il y a plus de 170 ans. En 1846, un groupe de choristes, très célèbre à l'époque, mourut dans un incendie mystérieux alors qu'ils se préparaient à chanter pour les festivités de Noël. Le feu s'était déclaré dans un vieux bâtiment, un lieu de répétition dans la rue où je les avais vus. On raconte que les membres du chœur étaient si concentrés sur leur musique qu'ils ne se sont même pas rendus compte du danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Leurs voix se sont élevées dans l'air, portées par la fumée et les flammes, mais personne n'est jamais venu les sauver. Les archives étaient pleines de récits effrayants sur cette tragédie. Certains disaient même que les âmes des choristes ne pouvaient pas reposer en paix. À chaque Noël, leur spectre apparaissait dans la rue, attirant ceux qui s'aventuraient trop près du lieu de leur mort. Cela me faisait froid dans le dos. Le groupe que j'avais vu, il ne pouvait pas être autre chose que les esprits de ces choristes. Leur chant était le même, cette mélodie lugubre et envoûtante. Et ce n'était pas un hasard s'ils m'avaient attiré vers ce même endroit, cet endroit où la tragédie avait frappé. Je suis resté là, sous le choc, réalisant que ce que j'avais vécu n'était pas une simple coïncidence. Les choristes étaient morts, mais ils revenaient, encore et encore, chaque année, pour revivre leur dernière nuit. Et peut-être qu'ils m'avaient choisi. Les jours suivants, une sensation étrange m'accompagnait partout où j'allais. Ce groupe de choristes, ou ce que j'avais cru être des spectres, ne cessait de hanter mes pensées. Mais plus que l'inquiétude, c'était une obsession qui commençait à prendre racine en moi. Leur voix, leur mélodie, ce sentiment inexplicable d'être lié à eux. Tout cela me poussait à vouloir les revoir, encore et encore. Un soir, alors que je discutais de cette histoire avec un collègue, un homme plus âgé qui travaillait sur le marché depuis des années, il m'a regardé avec une gravité qui m'a glacé. Il m'a dit que ce que j'avais vécu n'était pas isolé. D'autres personnes, avant moi, avaient été attirées par le même chant, par ces mêmes choristes. Mais contrairement à moi, elles n'étaient jamais revenues. Tu n'es pas la première à avoir vu ce groupe, m'a-t-il dit, la voix basse. Certains disent que ces esprits attirent les curieux, les envoûtent, et les entraînent dans leur destinée tragique.
La rue est maudite, ma chère. Personne n'en parle ouvertement, mais tout le monde sait ce qui arrive à ceux qui s'aventurent trop près. Il m'a conseillé de ne plus m'approcher de la ruelle, de ne pas chercher à comprendre ce qui se passait. Mais c'était trop tard. Les choristes étaient déjà dans mon esprit, et leur chant me hantait jour et nuit. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour m'en débarrasser. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, les oreilles bourdonnantes. Le chant, cette mélodie, était là, présente, comme si elle venait de mon propre esprit. Mon cœur battait fort, et je savais que quelque chose me poussait à retourner dans la rue. Une force invisible, irrésistible. Je suis allé au marché comme prévu, mais cette fois, mes pas m'ont guidé sans que je ne puisse les contrôler. Mes yeux scrutaient la rue, cherchant désespérément le groupe. Et je les ai vus. Là, à l'angle du vieux bâtiment où le feu avait commencé, ils chantaient à nouveau. Leur regard était différent cette fois. Un des membres du groupe m'a fixé intensément, un sourire étrange se dessinant sur son visage. Son regard était glacial, comme s'il m'invitait dans un monde d'ombre. Je savais alors qu'il m'avait remarqué. Et je savais aussi que, bientôt, il serait trop tard pour revenir en arrière. Le lendemain, je n'ai pas pu me défaire de l'impression que j'étais désormais lié à ces esprits, comme si quelque chose m'attendait, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. L'obsession grandissait chaque jour, et une peur sourde s'installa en moi, une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La ville, qui semblait si vivante et pleine de lumière, me paraissait soudain étrangère et menaçante. Je suis retourné à la bibliothèque, mais cette fois, mes recherches ont pris une tournure différente. J'ai découvert un vieux manuscrit, presque oublié parmi les archives poussiéreuses. Il parlait de rituels anciens, de pactes faits entre les vivants et les esprits, et de la malédiction qui pesait sur cette rue. Ce que j'avais vu n'était pas un simple phénomène paranormal, mais un cycle qui se répétait chaque année. Le groupe de choristes, pris dans le feu de la tragédie, avait, par leur chant, créé une brèche entre leur monde et le nôtre. Ils ne cherchaient pas simplement à être entendus, ils cherchaient des âmes. Je savais alors que mon aventure avec eux n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus sombre. Les choristes ne s'étaient pas contentés de me séduire par leur musique. Leur intention était claire, m'entraîner avec eux dans la nuit éternelle. J'étais maintenant un maillon de leur chaîne, une âme en quête de rédemption, ou peut-être une âme condamnée à les rejoindre. Ce soir-là, je suis retourné dans la rue, mais cette fois, je savais ce que je devais faire. J'ai vu le groupe au bout de la rue, leur chant m'appelant comme une mélodie hypnotique. Mais il n'y avait plus d'émerveillement dans mon cœur, seulement un désespoir froid. Je m'y suis dirigé sans hésitation, tout en sachant que je ne pourrais pas revenir en arrière. Le sol sous mes pieds semblait se dérober, et une brume glacée m'enveloppait. J'ai tendu la main, prêt à les suivre. Mais juste avant de les atteindre, quelque chose a changé. Une lumière vive a éclaté, et le chant des choristes a cessé. Un cri perça la nuit, suivi d'un silence lourd et oppressant. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je savais que, cette fois, j'avais échappé à leur emprise. Les choristes avaient disparu, comme à chaque fois, mais cette fois, quelque chose m'avait sauvé. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont laissé partir. Peut-être qu'ils savaient que je reviendrais, l'année suivante, ou peut-être que ce n'était qu'une pause dans un cycle sans fin. Mais ce que je sais, c'est que leur chant, cette mélodie lugubre, continue de résonner dans mes pensées, et chaque Noël, je sens leur présence me guetter, prête à me rappeler ce que j'ai failli devenir. Lyon, en décembre, est toujours magique. Les rues s'illuminent de 1000 couleurs, et le Festival des Lumières attire des foules venues de toute la France. Les vitrines des magasins scintillent, des chorales chantent des cantiques de Noël, et l'air est saturé de l'odeur des marrons chauds. Pourtant, cette année, quelque chose d'étrange flottait dans l'atmosphère. Une tension subtile, presque imperceptible, comme une ombre derrière tout cet éclat. Je m'appelle Camille, et je n'ai jamais cru aux légendes urbaines. Mais tout a changé il y a peu. Tout a commencé par des murmures, des enfants parlaient d'un Père Noël étrange, différent de celui des centres commerciaux ou des marchés. Ce Père Noël n'était jamais accompagné d'adultes, et il les invitait à le suivre dans une boutique qu'aucun parent ne semblait connaître. Mon frère, Lucas, avait 9 ans. C'était un enfant curieux, toujours fasciné par les contes et les mystères. Le jour où il a disparu, il portait son manteau rouge préféré et son bonnet de laine. Nous étions allés voir les illuminations ensemble, comme chaque année. Il adorait ça, mais à un moment, il m'a lâché la main dans la foule. Je me suis retourné, et il n'était plus là. J'ai d'abord pensé qu'il s'était simplement perdu, alors j'ai cherché partout. J'ai crié son nom, demandé à des passants s'ils l'avaient vu. Mais personne n'avait remarqué un petit garçon avec un bonnet rouge. Plus tard, une voisine est venue me parler.
Son fils avait mentionné avoir vu Lucas suivre un homme en costume de Père Noël. Selon lui, Lucas semblait fasciné et avait disparu dans une ruelle sombre. Ce soir-là, je suis resté éveillé, incapable de dormir. J'avais l'impression que quelque chose m'observait, une présence froide, presque palpable. Et dans cette obscurité oppressante, une seule pensée résonnait dans mon esprit. Je dois retrouver Lucas. Peu importe où cela me mènera. Le lendemain, je suis parti à la recherche d'indices. Lyon, en plein jour, semblait moins magique, presque terne sous le poids de mon angoisse. Chaque ruelle, chaque coin de rue me rappelait Lucas. Je me sentais hanté par son absence. C'est alors que j'ai commencé à entendre les murmures des enfants du quartier. Tous semblaient parler du même homme, un Père Noël vêtu d'un costume rouge usé, avec une longue barbe blanche qui semblait fausse, selon certains. Il se promenait dans des ruelles isolées, appelant les enfants par leurs prénoms, comme s'il les connaissait. Ce qui m'a glacé, c'est que tous les enfants décrivaient la même chose, il les invitait à entrer dans une boutique. Une boutique ancienne, avec des vitrines pleines de jouets, mais qu'aucun adulte ne pouvait trouver. J'ai interrogé la voisine dont le fils disait avoir vu Lucas. Elle m'a raconté que son enfant décrivait la boutique comme si elle sortait d'un autre temps, une devanture en bois sombre, des lettres dorées effacées par le temps, et des jouets poussiéreux qui semblaient l'observer. Pourtant, lorsqu'elle avait voulu voir par elle-même, il n'y avait rien. Juste un mur de briques froides. Plus je parlais aux enfants, plus les détails devenaient troublants. L'un d'eux m'a dit que les jouets derrière la vitre bougeaient parfois. Un autre m'a juré que, lorsqu'il avait refusé d'entrer, le Père Noël avait souri d'une manière effrayante, révélant des dents jaunes et pointues. Mes parents ne voulaient rien entendre. Pour eux, c'était de l'imagination, une histoire montée par les enfants pour expliquer la disparition de Lucas. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de vrai. Chaque récit concordait, chaque détail semblait confirmer que cette boutique existait réellement, mais d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Lucas m'appelait, sa voix résonnant dans une obscurité totale. Quand je me suis réveillé en sueur, une seule pensée habitait mon esprit, je dois trouver cette boutique. Le lendemain soir, j'ai décidé de suivre les indications données par les enfants. Ils parlaient tous d'un petit passage près de la vieille place des terreaux, un endroit où je n'avais jamais vraiment prêté attention. L'idée de m'y aventurer seul me terrifiait, mais je savais que je n'avais pas le choix. Lorsque j'ai atteint le passage, j'ai immédiatement compris pourquoi personne ne le remarquait. Il était sombre, étroit, presque dissimulé derrière un empilement de caisses en bois abandonnées. Une odeur de moisissure flottait dans l'air, et chaque pas résonnait contre les murs étroits. Puis, je l'ai vue. Une porte, elle semblait surgir de nulle part, comme si elle n'avait jamais été là auparavant. La façade était faite de bois noirci par le temps, et une vitre fissurée laissait entrevoir des ombres floues à l'intérieur. Au-dessus de la porte, des lettres dorées à moitié effacées formaient les mots « Boutique des merveilles ». Mon cœur battait à tout rompre. C'était exactement comme les enfants l'avaient décrit. Derrière la vitre, je distinguais des jouets, des poupées en porcelaine avec des sourires figés, des trains miniatures, des chevaux à bascule, mais tout semblait vieux, poussiéreux, comme abandonné depuis des décennies. En prenant une profonde inspiration, j'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte avec un grincement strident, comme si elle protestait contre ma présence. À l'intérieur, l'air était glacial, chargé d'une odeur de renfermé. Les jouets étaient partout, disposés sur des étagères branlantes et recouverts de poussière. Certains semblaient presque me fixer, comme si leurs yeux de verre me suivaient à chaque mouvement. Soudain, un bruit a brisé le silence. Un rire enfantin, léger, mais qui résonnait de manière sinistre dans cet espace abandonné. Je me suis figé, essayant de repérer l'origine du son, mais tout ce que je voyais, c'étaient ces jouets immobiles et ces ombres vacillantes projetées par une lumière que je ne trouvais pas. Alors que je m'aventurais plus loin dans la boutique, un murmure m'a glacé le sang. Une voix douce, presque chantante, qui répétait « Viens jouer avec nous ». Je savais que je ne devrais pas être là, mais je savais aussi que Lucas était quelque part dans ce cauchemar. En avançant dans la boutique, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Malgré la poussière et l'abandon apparent, chaque jouet semblait parfaitement disposé, comme si quelqu'un venait de les arranger. Un cheval à bascule grinça doucement, sans que personne ne le touche. Les rires macabres semblaient se rapprocher, mais il n'y avait toujours personne. C'est alors que mes yeux se posèrent sur une table dans un coin sombre de la pièce. Dessus, une pile de journaux jaunis et froissés. Mes mains tremblaient lorsque je les ai feuilletés. L'un des articles attira immédiatement mon attention. La photo en noir et blanc montrait un homme à l'allure sinistre, avec un sourire figé et des yeux qui semblaient transpercer le papier. Le titre, écrit en grosses lettres, disait
Le Père Noël meurtrier frappe encore. Disparition de 12 enfants. Mon cœur se serra. L'article datait de décembre 1933. Il racontait l'histoire d'un homme, propriétaire d'une boutique de jouets, qui se déguisait en Père Noël pour attirer les enfants pendant les fêtes. Ils entraient dans sa boutique, séduits par des promesses de cadeaux et de friandises, mais ils ne ressortaient jamais. Le reste des pages était rempli de témoignages. Des parents dévastés, des policiers incapables de retrouver les corps, et la description glaçante du propriétaire. L'article mentionnait également que la boutique avait été abandonnée après que l'homme avait été lynché par une foule en colère, mais qu'aucun des enfants disparus n'avait jamais été retrouvé. Alors que je lisais, une rafale glaciale parcourut la pièce, faisant voler les pages. Une image tomba au sol, une photo de la boutique, prise avant sa fermeture. Je sentis mon sang se glacer en voyant que rien n'avait changé. Les jouets, la vitrine, tout était exactement comme aujourd'hui. Puis, une phrase écrite en bas de la photo attira mon attention. On dit que la boutique réapparaît chaque Noël, pour compléter la collection du Père Noël. Une peur primordiale s'empara de moi. Je compris que je n'étais pas seulement dans une boutique abandonnée, j'étais dans un piège. Un endroit hanté par une malédiction qui refusait de mourir. Et dans le silence oppressant, j'entendis à nouveau cette voix. Cette fois, elle était plus claire, plus proche. « Tu es en retard. Viens jouer avec nous, Camille. » Le souffle court, je m'aventurai plus profondément dans la boutique, suivant ces murmures terrifiants. La lumière semblait faiblir à chaque pas, et l'air devenait plus lourd, presque irrespirable. Mon cœur battait à tout rompre, mais je refusais de reculer. Je savais que Lucas était ici, quelque part. Au fond de la pièce, une porte étroite se dessina dans l'obscurité. Elle était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière vacillante. Je m'approchai lentement, mes mains tremblant d'appréhension. En la poussant, j'entrai dans une salle plus petite, où le temps semblait s'être figé. Des jouets étaient éparpillés partout, mais cette fois, ils semblaient vivants. Une poupée tourna la tête vers moi, son sourire figé déformé en quelque chose d'horrible. Une boîte à musique joua une mélodie désaccordée, et un train miniature se mit en marche, tournant en rond sur des rails rouillés. Et c'est alors que je le vis. Au centre de la pièce, assis sur une chaise en bois, il était là, le Père Noël. Son costume rouge était élimé, sa barbe jaunie, et ses yeux noirs me fixaient d'un regard vide, sans âme. Mais ce n'était pas un homme. Pas vraiment. Sa peau semblait cireuse, presque translucide, et son sourire, ce sourire était pire que tout. Large, inhumain, dévoilant des dents longues et pointues. « Bienvenue, Camille, » dit-il d'une voix rauque et étouffée. « Lucas est ici. Veux-tu le rejoindre ?» Mon regard se porta sur un coin de la pièce, où je vis des silhouettes immobiles. Des enfants. Ils étaient alignés comme des poupées, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Lucas était parmi eux, son visage pâle, ses lèvres figées dans une expression de terreur. Je sentis mes jambes fléchir sous le poids de l'horreur. Mais quelque chose en moi, une colère viscérale, m'empêcha de céder. J'attrapai la lampe de poche que j'avais emportée et balayai la pièce avec son faisceau, cherchant désespérément une solution. Mon regard tomba sur un miroir ancien, posé contre le mur. Il semblait briller faiblement, reflétant non pas la pièce, mais une obscurité infinie. Le Père Noël se leva, son sourire s'élargissant encore plus, comme s'il savait que j'avais compris. « Tu ne peux rien faire, » murmura-t-il. Mais je refusai de l'écouter. Rassemblant tout mon courage, je lançai la lampe de poche contre le miroir. Le verre se brisa dans un fracas assourdissant, et la pièce entière sembla trembler. Un cri déchirant, inhumain, emplit l'air, et les jouets tombèrent au sol, inertes. Quand je repris mes esprits, la boutique était vide. Pas de jouets, pas de Père Noël. Juste un espace sombre et abandonné. Lucas, lui, avait disparu. Tout comme les autres enfants. Je sortis dans la rue glaciale, le cœur brisé. Mais ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, un jouet ancien, une petite voiture en métal rouillé, apparut sur le pas de ma porte. Puis une poupée, puis un train miniature. Et chaque fois que je ferme les yeux, j'entends cette voix dans le lointain. À l'année prochaine, Camille. Il faisait un froid glacial cette nuit-là, et la neige tombait doucement, recouvrant la ferme de son épaisse couverture blanche. J'étais seul avec Mathieu, mon frère, dans la vieille maison familiale en pleine campagne bretonne. Nos parents étaient partis vivre en ville, et les autres membres de la famille avaient décliné l'invitation pour Noël. Ce soir-là, c'était donc juste nous deux, et même si j'aurais préféré plus de monde, je me sentais apaisé d'avoir Mathieu à mes côtés. La cuisine était chaleureuse, emplie des arômes d'un repas simple mais réconfortant.
Une soupe aux légumes mijotait sur le feu, et une dinde préparée par Mathieu reposait sur la table. Je m'affairais à découper des tranches de pain pendant qu'il arrangeait les bûches dans la cheminée, essayant de raviver les flammes. Chaque crépitement du bois résonnait dans la maison silencieuse, brisant la monotonie de ce calme hivernal presque trop parfait. Pourtant, quelque chose me troublait. Je ne savais pas si c'était le silence oppressant de l'extérieur ou ce sentiment latent d'être observé. À travers les fenêtres embuées, on ne distinguait que la blancheur infinie de la neige qui recouvrait les champs et la forêt avoisinante. Je balayais ces pensées d'un geste de la main, me disant que l'hiver dans cette région avait toujours une manière étrange de jouer avec mes nerfs. « Je vais chercher un peu plus de bois dans le galpion », dit Mathieu en enfilant son manteau épais. Je hochai la tête sans protester. La réserve de bois était suffisamment proche de la maison pour qu'il n'ait pas à s'éloigner trop longtemps. Je le regardai sortir, ses pas crissant sur la neige fraîche, et il me lança un regard par-dessus l'épaule avant de disparaître dans la nuit. Je restai un moment immobile, la main sur le couteau que j'avais utilisé pour trancher le pain, mon regard fixé sur la porte par laquelle il venait de sortir. Une étrange appréhension monta en moi, inexplicable, comme si une ombre invisible s'insinuait dans l'air pourtant réchauffé par le feu. Je restai dans la cuisine, les yeux fixés sur la fenêtre embuée qui donnait sur l'arrière de la maison. Les flocons continuaient de tomber, recouvrant rapidement les traces que Mathieu avait laissées dans la neige. L'air semblait plus froid, comme si quelque chose s'était glissé à l'intérieur malgré la chaleur du feu. Alors que je contemplais le galpion à moitié visible à travers les arbres, je l'aperçus enfin. Mathieu avançait lentement, penché pour ramasser une bûche dans la réserve. Mais quelque chose attira mon regard. À quelques mètres derrière lui, une silhouette sombre émergeait de la forêt enneigée. Au début, je crus que mes yeux me jouaient des tours. La forme se détachait à peine du paysage, enveloppée dans un long manteau noir qui se confondait avec l'obscurité. Une capuche masquait son visage, mais il était clair qu'elle suivait Mathieu, ses pas silencieux, presque fluides, laissant à peine une trace dans la neige fraîche. « Mathieu !» criai-je, frappant contre la vitre. Il ne réagit pas. Le bruit de la tempête amortissait ma voix, et mon frère semblait complètement absorbé par sa tâche. Je tambourinai de nouveau sur la fenêtre, cette fois avec plus de force. La silhouette s'arrêta net. Mon cœur se serra alors que cette chose tourna lentement sa tête encapuchonnée vers moi. Même à cette distance, je sentis un frisson glacé descendre le long de mon dos. C'était comme si son regard, bien que invisible, me transperçait. Quand je reportai mon attention sur Mathieu, il avait disparu. Je sortis précipitamment de la maison, sans manteau, les pieds glissant sur les marches couvertes de givre. J'appelai son nom encore et encore, ma voix se perdant dans la nuit, mais seul le vent me répondit. Devant le galpion, il n'y avait rien d'autre que quelques bûches éparpillées sur le sol et des empreintes. Les siennes, profondément marquées, allaient jusqu'à la réserve. Mais juste à côté, il y avait une autre série de traces, plus fines, presque animales, qui se mêlaient aux siennes avant de disparaître brusquement. « Mathieu !» hurlai-je à plein poumon, mais le silence me répondit. Je restai là, immobile, le souffle court, les mains gelées. Le froid mordait ma peau, mais ce n'était rien comparé à la peur viscérale qui montait en moi. Je savais que quelque chose de terriblement mauvais venait de se produire. Je n'avais plus le choix. Tremblante de froid et de peur, je retournai précipitamment à l'intérieur, refermant la porte à clé derrière moi. La maison, qui m'avait toujours semblé accueillante, me paraissait soudain étrangère, presque hostile. Chaque craquement du bois, chaque sifflement du vent autour des fenêtres me faisait sursauter. Je savais que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Si Mathieu avait disparu, il me fallait de l'aide. Sans perdre de temps, j'enfilai mon manteau et mes bottes, attrapai une lanterne et partis en direction du village. Le chemin, habituellement familier, semblait interminable, les ombres des arbres déformées par la lumière vacillante de la lanterne. Quand j'atteignis enfin le petit hameau, la place centrale était presque déserte, à l'exception de quelques maisons éclairées. Je frappai frénétiquement à la porte de l'auberge, là où je savais que les habitants les plus âgés se réunissaient parfois en soirée. Un vieil homme, le visage ridé et fermé, m'ouvrit. Derrière lui, deux autres villageois levèrent les yeux de leur chope de cidre chaud, l'air intrigué. « Que se passe-t-il, mademoiselle ?» demanda le vieil homme, sa voix rauque trahissant une inquiétude dissimulée. Entre deux souffles haletants, je leur racontai tout. Mathieu qui était parti chercher du bois, la silhouette encapuchonnée, et sa disparition. À mesure que je parlais, leurs expressions changeaient. Ce qui n'était d'abord qu'une curiosité se transforma en une peur sourde. « Le chasseur noir » murmura l'un des hommes, presque pour lui-même. Je le regardai, incrédule. « Le quoi » demandai-je. Mon souffle court. Le vieillard se racla la gorge et s'assit,
comme accablé par un poids invisible. Depuis des siècles, il revient, surtout les nuits de Noël. On l'appelle le chasseur noir. Une ombre qui rôde dans les bois et qui ne cherche qu'une chose, les âmes solitaires. Ceux qui l'emportent ne reviennent jamais. Je éclatai presque de colère. Vous voulez dire que c'est une légende? Un esprit? Non. Mathieu est quelque part dehors, peut-être blessé, il faut l'aider. Mais aucun d'eux ne bougea. L'un des hommes baissa les yeux, tandis que le vieil homme secoua lentement la tête. Si le chasseur noir l'a pris, il est déjà trop tard. Ces mots glacèrent mon sang. Je refusais d'y croire. Je refusais d'abandonner Mathieu à cette chose, quelle qu'elle soit. Pourtant, dans le fond de mon esprit, quelque chose dans leur regard terrifié me disait qu'ils disaient la vérité. Je quittai le village en courant, la gorge serrée et les mains tremblantes. L'idée que personne ne veuille m'aider, que tout le monde accepte cette légende comme une fatalité, me rendait folle. Mathieu était là quelque part, il avait besoin de moi. Peu importe ce qu'il disait, je ne pouvais pas l'abandonner. La neige tombait encore plus fort, effaçant le chemin derrière moi alors que je remontais vers la ferme. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension oppressante. Quand j'arrivai enfin, je vis que la maison était plongée dans une obscurité totale. Pourtant, j'étais certaine d'avoir laissé la lumière allumée en partant. J'entrai avec précaution, refermant la porte derrière moi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le feu s'était éteint, et le froid s'infiltrait dans chaque recoin. Je posai ma lanterne sur la table et remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Le manteau de Mathieu, celui qu'il portait en sortant, était accroché à la chaise près de la cheminée. Je m'approchai lentement, mon cœur battant à tout rompre. Sur la table, il y avait aussi une bûche, posée là comme s'il l'avait laissée en revenant. Mais ce n'était pas possible. Je savais qu'il n'était pas rentré. « Mathieu » murmurai-je, la voix tremblante. Aucune réponse. C'est alors que je remarquai autre chose, des empreintes, mouillées, sur le sol. Elles allaient de la porte à la table, puis vers la fenêtre. Mais elles n'étaient pas normales. Elles étaient inhumaines. De longues griffes accompagnaient chaque pas, et leur taille me fit frissonner. Soudain, un bruit sourd résonna, venant de l'extérieur. Je me précipitai vers la fenêtre, mais tout ce que je vis, ce fut l'obscurité. Puis, un mouvement. Là, au bord de la forêt, une silhouette encapuchonnée, immobile, me fixant. Je reculai instinctivement, renversant une chaise derrière moi. Mon souffle se faisait court, ma vision troublée par la panique. La chose leva lentement une main, pointant dans ma direction. Je savais qu'elle m'appelait, qu'elle voulait que je sorte, mais ce fut le bruit derrière moi qui me glaça le sang. Des pas, lents, lourds, venant de l'étage. Je savais que j'étais seul dans cette maison. Du moins, je l'avais cru. Je me retournai brusquement vers l'escalier. Les pas continuaient, réguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose descendait lentement. La lanterne que je tenais tremblait dans ma main, projetant des ombres vacillantes sur les murs. « Mathieu » soufflai-je, ma voix à peine audible. Mais je savais que ce n'était pas lui. Une partie de moi refusait d'accepter l'évidence, mais l'autre, cette intuition viscérale, hurlait que je devais fuir. Pourtant, mes jambes restaient figées, comme si un poids invisible m'empêchait de bouger. La silhouette apparut en haut des marches. Ce n'était pas humain. Une forme noire, vêtue d'une cape épaisse et d'une capuche qui masquait complètement son visage. Pourtant, je pouvais sentir son regard sur moi, perçant, glacé, comme si elle sondait mon âme. « Qu'est-ce que vous voulez » hurlai-je, ma voix se brisant sous l'effet de la peur. Elle ne répondit pas. Lentement, elle descendit les marches, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Je reculai instinctivement, jusqu'à ce que mon dos touche le mur. La silhouette s'arrêta au pied de l'escalier, et c'est alors que je vis. Dans sa main, elle tenait quelque chose. Un objet que je reconnus immédiatement, l'écharpe de Mathieu, celle qu'il portait toujours en hiver. Elle était tachée de neige et de sang. « Non, non » murmurai-je, mes jambes cédant sous moi. La chose s'avança encore, tendant l'écharpe vers moi comme une offrande sinistre. Puis, elle parla. Sa voix était un murmure rauque, comme si elle venait d'un autre monde. Il était seul, toi aussi. Ces mots résonnèrent en moi comme une sentence. J'étais incapable de bouger, paralysé par une peur primordiale. Mais soudain, un bruit éclata de l'extérieur. Un hurlement, presque humain, mais empreint de douleur et de colère. La silhouette se retourna lentement vers la fenêtre, semblant distraite par ce cri. Ce fut mon seul espoir. Sans réfléchir, je me levai d'un bond et courus vers la porte, la lanterne à la main. Je sortis dans la nuit glaciale, la neige mordant mes pieds à travers mes bottes. Derrière moi, j'entendis un grondement, un mélange de rage et de frustration.
Je n'osais pas me retourner. Je courus à travers les champs, mes larmes gelant sur mes joues, jusqu'à ce que j'atteigne le village. Quand je frappai à nouveau à la porte de l'auberge, les habitants me regardèrent avec une terreur muette. Le lendemain, ils trouvèrent la maison vide. Pas de traces de Mathieu, pas de silhouette encapuchonnée. Mais dans la neige, juste devant la porte, il y avait des empreintes. De grandes empreintes griffues qui s'éloignaient vers la forêt. Et, posée sur la table de la cuisine, il y avait l'écharpe de Mathieu. En 1987, à Paris, un orphelinat situé dans un quartier reculé a été le théâtre d'une tragédie. J'avais entendu parler de cet endroit bien avant cette nuit fatidique, des murmures partagés entre amis ou dans des articles oubliés au fond de vieux journaux. On disait qu'un incendie, déclenché le soir de Noël, avait ravagé le bâtiment, emportant avec lui la vie de plusieurs enfants. Pourtant, ce n'était pas le feu qui me hantait le plus dans ces récits, mais ce qui suivit. Les flammes avaient laissé des murs noircis, des meubles calcinés, mais aucun qu'en avait été retrouvé. Les autorités avaient déclaré que les restes des enfants avaient été réduits en cendres, un drame tragique, une conclusion logique. Pourtant, des témoins affirmaient avoir vu des lumières vaciller dans les fenêtres bien après la fermeture de l'orphelinat, et des passants racontaient avoir entendu des rires enfantins dans le vent froid de décembre. Je me rappelle avoir lu un article qui décrivait l'orphelinat avant l'incendie, un lieu chaleureux, décoré pour Noël chaque année avec une grande attention. Les enfants recevaient des cadeaux modestes, des jouets en bois ou des bonbons enveloppés dans du papier brillant. Une grande cheminée illuminait la salle principale, et une immense étoile dorée ornait toujours le sommet du sapin. Depuis le drame, personne n'avait osé s'aventurer dans les ruines. Ou peut-être que certains l'avaient fait, mais leur voix s'était tue. Tout ce que je savais, c'est que cet endroit était resté figé dans le temps, abandonné, comme une blessure que personne ne voulait rouvrir. Et pourtant, cette nuit-là, nous avons décidé de briser ce silence. C'était la veille de Noël, et l'idée nous semblait presque poétique. Explorer un lieu abandonné chargé d'histoire, en quête de frissons et de mystères. Nous étions 4, moi, Julien, Amélie et Thomas. Julien était le plus sceptique, le genre à rire devant les histoires de fantômes. Amélie, elle, était fascinée par tout ce qui touchait au paranormal. Quant à Thomas, il était nerveux, mais il ne voulait pas passer pour un lâche. Et moi, j'étais quelque part entre l'excitation et la peur, incapable de résister à l'idée de découvrir l'inconnu. Nous nous sommes retrouvés en début de soirée, emmitouflés dans nos manteaux, armés de lampes torchées et de quelques thermos de café. Le trajet jusqu'à l'orphelinat n'a pas duré longtemps, mais le silence dans la voiture était presque palpable. À mesure que nous approchions, la route devenait de plus en plus déserte, et les lampadaires disparaissaient, laissant place à l'obscurité totale. Lorsque nous sommes arrivés devant le portail rouillé, une étrange appréhension s'est emparée de moi. Le bâtiment se dressait dans l'ombre, ses fenêtres béantes semblant nous observer. La façade était couverte de lierre, et la neige tombée plus tôt dans la journée recouvrait le sol d'un manteau immaculé. C'est juste un vieux bâtiment, a murmuré Julien en poussant la grille. Elle a émis un grincement strident qui m'a donné des frissons. Nous avons traversé la cour, où des balançoires rouillés oscillaient faiblement sous l'effet du vent. À chaque pas, la neige craquait sous nos pieds, brisant le silence pesant. En approchant de la porte principale, je me suis arrêté un instant pour regarder les environs. Il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Julien a forcé la porte, qui s'est ouverte avec un bruit sourd. Une odeur de poussière et de bois humide s'est échappée, et, sans un mot, nous avons pénétré dans l'orphelinat. L'intérieur était sombre, bien sûr, mais ce qui m'a frappé, c'était le silence. Pas un bruit, pas même celui du vent à l'extérieur. Nos pas résonnaient lourdement sur le sol en bois, et la lumière de nos lampes torchées dansait sur les murs. Amélie a murmuré, « On dirait qu'ils viennent juste de partir. » À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais je n'ai pas osé poser de questions. En avançant dans le bâtiment, une étrange sensation m'envahissait. Ce n'était pas seulement l'obscurité ou le froid qui semblait s'infiltrer sous ma peau, mais quelque chose de plus profond, comme si nous n'étions pas seuls. Les murs étaient tapissés de vieilles décorations de Noël, fanées par le temps. Des guirlandes rouges et vertes pendaient mollement, et des dessins d'enfants, jaunis et déchirés, étaient encore accrochés ici et là. Dans une pièce adjacente, nous avons trouvé des jouets anciens, éparpillés sur le sol. Une petite poupée en porcelaine, son visage fissuré, semblait nous observer. Un cheval à bascule était renversé sur le côté, et des cubes de bois portaient encore des lettres gravées. Julien a fait une remarque moqueuse. Voilà pourquoi cet endroit fait peur, des jouets abandonnés. Mais son rire sonnait faux, presque forcé. Amélie, elle,
était fascinée. Elle s'est accroupie pour ramasser un petit train en métal, qu'elle a caressé comme s'il avait une valeur sentimentale. Vous ne trouvez pas ça étrange? Tout semble si intact, comme si les enfants venaient de partir. Nous avons continué notre exploration, traversant un long couloir dont le sol grinçait à chaque pas. Au bout, une grande salle nous attendait, illuminée par nos lampes torchées. Et là, au centre, se trouvait un sapin de Noël. C'était impossible. Le sapin semblait récent, comme s'il avait été décoré ce jour-là. Des boules brillantes et des guirlandes scintillantes ornaient ses branches. Une étoile dorée trônait fièrement au sommet. Julien s'est approché pour examiner l'arbre de plus près, mais il s'est figé. « Il y a des cadeaux » murmura-t-il. En effet, plusieurs boîtes soigneusement emballées étaient posées au pied du sapin. Chacune était décorée d'un ruban rouge vif. Thomas, visiblement mal à l'aise, recula d'un pas. « C'est une blague, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre est ici. » Avant que nous puissions répondre, un bruit sourd résonna derrière nous. Comme un grincement. Nous nous sommes retournés brusquement, mais il n'y avait rien. Amélie chuchota. « Vous avez entendu ?» Et c'est là que ça a commencé. Le murmure. Faible, presque imperceptible, mais indéniable. Une voix enfantine, fredonnant ce qui ressemblait à une vieille chanson de Noël. Le fredonnement s'intensifiait. Une mélodie douce et enfantine, mais dans ce contexte, elle semblait glaciale, presque malveillante. Nous nous sommes figés, les lampes torchées tremblant dans nos mains. Julien, toujours sceptique, tenta de briser le malaise avec une remarque sarcastique. C'est sûrement le vent, ou peut-être une vieille radio qui fonctionne encore. Mais sa voix manquait de conviction. D'un seul coup, le sapin devant nous clignota. Ses lumières, qui semblaient éteintes jusque-là, s'illuminèrent brièvement avant de plonger de nouveau dans l'obscurité. Amélie lâcha un cri étouffé, tandis que Thomas s'éloignait lentement, les yeux écarquillés. « Ça suffit, on s'en va » déclara-t-il d'une voix tremblante. Nous avons fait demi-tour, mais à notre grande surprise, la porte par laquelle nous étions entrés était fermée. Julien s'en approcha rapidement et tenta de l'ouvrir, mais en vain. « C'est pas possible, je l'ai laissée ouverte » s'écria-t-il en tirant de toutes ses forces. Et puis, nous avons entendu les rires. Clairs, joyeux, comme ceux d'enfants qui joueraient dans une cour de récréation. Mais ces rires ne venaient pas de l'extérieur. Ils résonnaient dans les couloirs, se rapprochant lentement. La panique s'empara de nous. Nous nous sommes mis à courir à travers les pièces, cherchant une autre sortie. Nos lampes éclairaient des jouets qui semblaient avoir changé de place, des balles roulant doucement sur le sol, des chaises se balançant légèrement comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. À un moment, j'ai senti quelque chose effleurer ma jambe. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Amélie hurlait maintenant, pointant du doigt une silhouette floue qui venait de passer dans l'encadrement d'une porte. Une petite silhouette, trop petite pour être celle d'un adulte. Thomas trébucha et tomba au sol. Nous avons essayé de le relever, mais il semblait paralysé par la peur. « Ils arrivent. Je les entends » murmurait-il en fixant un point invisible devant lui. Les rires se faisaient de plus en plus forts, accompagnés de sons de petits pas courant sur le plancher. Et, à travers le vacarme, une voix se distingua. « Restez avec nous. C'est Noël. » C'était le chaos. Les rires, les pas précipités, cette voix enfantine qui semblait résonner de partout et de nulle part à la fois. Nous étions pris au piège, tournant en rond dans ce labyrinthe de pièces sombres et de couloirs sans fin. À chaque instant, nous avions l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous suivait, se rapprochant inexorablement. Julien continuait à marteler les portes, criant qu'elles ne pouvaient pas toutes être bloquées. Amélie pleurait, tenant le bras de Thomas, qui semblait incapable de bouger, figé dans une terreur muette. Et moi? Mon esprit refusait de croire ce qui se passait, mais mon corps bougeait malgré moi, poussé par une seule pensée. Sortir, coûte que coûte. Alors que nous traversions une nouvelle pièce, nos lampes torchées vacillèrent. La lumière s'éteignit complètement pendant quelques secondes, nous plongeant dans une obscurité totale. C'est là que je les ai sentis. De petites mains glacées, saisissant ma veste, effleurant mes bras. J'ai crié et reculé brusquement, mes doigts cherchant frénétiquement l'interrupteur de ma lampe. Quand la lumière est revenue, Julien n'était plus là. « Julien » hurla Amélie, sa voix brisée par la peur. Nous avons tourné nos faisceaux lumineux dans toutes les directions, mais il avait disparu, comme avalé par l'obscurité. Nous avons continué à courir, à trébucher, à crier, jusqu'à ce que nous atteignions ce qui semblait être la salle principale. Le sapin était là, ses lumières scintillant faiblement. Mais quelque chose avait changé. Autour de l'arbre, des silhouettes se tenaient debout. Petites, frêles, leurs vêtements en lambeaux, elles nous observaient en silence. Leurs visages étaient flous, comme effacés,
Mais leurs yeux brillaient d'une lumière malsaine. Amélie s'effondra au sol, incapable de bouger. Thomas, lui, se mit à murmurer des prières, mais sa voix se brisa lorsqu'une des silhouettes fit un pas en avant. « Restez avec nous, on veut juste jouer », dit-elle d'une voix douce, presque chantante. J'ai saisi Thomas par le bras et l'ai tiré de toutes mes forces. « On doit partir, maintenant. » Mais Amélie refusait de bouger. Elle fixait les silhouettes, comme hypnotisée. Je n'ai jamais su d'où j'ai trouvé la force, mais j'ai couru, laissant tout derrière moi, même mes amis. La dernière chose que j'ai entendue avant de franchir une fenêtre cassée et de m'effondrer dans la neige dehors, c'était les cris. Des cris déchirants qui se sont soudainement tus, remplacés par des rires enfantins. Je ne sais pas comment je suis rentré chez moi cette nuit-là. Les gens ne m'ont jamais cru quand j'ai essayé de raconter ce qui s'était passé. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Tout ce que je sais, c'est que je n'approcherai plus jamais cet endroit. Pas à Noël. Pas à n'importe quel autre jour. Je me souviens encore de ce jour froid de décembre où tout a commencé. Sophie et moi avions décidé de passer un après-midi tranquille à flâner dans les petites rues d'un village de Normandie. Les décorations de Noël illuminaient les vitrines, et l'air était imprégné de l'odeur sucrée des marrons chauds. En marchant, nos regards furent attirés par une boutique d'antiquités nichée entre deux bâtiments anciens. L'enseigne, légèrement bancale, portait l'inscription « Curiosité d'antan ». À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque solennelle. Les étagères croulaient sous des objets poussiéreux, et une faible lumière jaune éclairait à peine la pièce. Tandis que Sophie s'attardait sur des décorations de Noël en verre soufflé, mes yeux furent attirés par une étrange lueur métallique. Sur une petite table, au centre de la pièce, reposait un pendule en cuivre, suspendu à une chaîne usée mais solide. Un homme âgé, vêtu d'un manteau sombre, apparut soudain derrière le comptoir. Sa voix était grave, presque hypnotique. « Vous avez un bon œil, monsieur. Ce pendule est une pièce unique. » Intrigué, je m'approchai. Le cuivre était gravé de motifs délicats, et malgré son âge apparent, l'objet semblait presque neuf. « Qu'a-t-il de spécial ?» demandai-je. L'homme esquissa un sourire énigmatique. « On dit qu'il porte chance, surtout pendant Noël. Mais il ne convient qu'à ceux qui savent l'apprécier. » Sophie me rejoignit, et avant même que je ne puisse répondre, elle insista pour que nous l'achetions. L'homme nous fit un prix dérisoire, comme s'il voulait s'en débarrasser. Je sentis une légère hésitation en moi, un poids inexplicable, mais l'enthousiasme de Sophie était contagieux. De retour à la maison, nous installâmes le pendule sur la cheminée, parmi les guirlandes et les bougies. Il semblait parfaitement à sa place, ajoutant une touche d'élégance à notre décoration de Noël. Ce soir-là, tandis que nous nous couchions, je regardais une dernière fois le pendule depuis le couloir. Il brillait faiblement dans l'obscurité, comme s'il respirait. À cet instant, je ne savais pas encore que ce petit objet anodin allait bouleverser notre vie. La première nuit après avoir ramené le pendule à la maison, tout semblait normal. Sophie s'était endormie rapidement, et je l'avais suivie peu de temps après. Pourtant, à minuit pile, un bruit sourd me réveilla brusquement. Cela ressemblait à une série de coups rythmés, comme si quelqu'un frappait contre le mur ou le sol. Au début, je pensais que c'était le vent. Notre maison, bien qu'ancienne, n'avait jamais émis de tels sons auparavant. Je me redressai dans le lit, tendant l'oreille. Les coups continuaient, lents et réguliers, résonnant dans le silence de la nuit. Sophie se tourna, encore endormie, mais les bruits ne semblaient pas la déranger. Je me levai et descendis les escaliers en essayant de ne pas faire de bruit. L'obscurité du salon était oppressante, mais je pouvais distinguer la silhouette du pendule sur la cheminée. Les coups semblaient provenir de cette direction. Pourtant, il n'y avait rien d'inhabituel. Le pendule pendait immobile, reflétant faiblement la lumière de la lune qui perçait à travers les rideaux. Je fis le tour de la maison, vérifiant les fenêtres et les portes. Tout était en ordre. Après quelques minutes, les bruits cessèrent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je retournai me coucher, essayant de me convaincre que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence, un craquement de bois ou le système de chauffage. Mais les nuits suivantes, les coups revinrent. Toujours à la même heure, toujours plus fort, toujours plus proche. Sophie les entendit aussi et commença à s'inquiéter. Elle suggéra que c'était peut-être un problème de plomberie ou des rongeurs dans les murs. Mais ce qui me perturbait le plus, c'était leur régularité, presque mécanique. Et puis il y eut les rêves. Sophie se réveilla une nuit en sursaut, haletante, les yeux remplis de terreur. Elle me raconta avoir vu un homme encapuchonné, tenant un pendule identique au nôtre. Il se balançait devant une foule silencieuse, et chaque battement semblait marquer un compte à rebours. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas.
Le pendule n'était pas un simple objet décoratif. Il portait une histoire, une présence, et elle s'infiltrait lentement dans notre maison. Sophie, bien que réticente au début, commença à mener ses propres recherches sur le pendule. Chaque nuit, les bruits devenaient de plus en plus oppressants, comme une présence invisible se rapprochant toujours davantage. Une peur sourde grandissait en nous, mais nous ignorions d'où elle venait. Ce soir-là, alors que je feuilletais un vieux livre d'histoire sur la Normandie, Sophie entra dans le salon, un papier froissé dans les mains. Son visage pâle trahissait une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. « Marc, il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix tremblante. Elle me tendit un article découpé dans un vieux journal local. L'article parlait d'un ancien Carrasco de Rouen, un homme tristement célèbre au XVIIIe siècle pour sa méthode cruelle d'exécution. Sophie m'expliqua que l'homme avait utilisé un pendule en cuivre pour chronométrer les exécutions publiques, chaque coup de pendule marquant la fin de la vie de ses victimes. Les exécutions étaient souvent effectuées à la veille de Noël, et selon les rumeurs, le pendule était supposé être imprégné de l'âme du bourreau. Il avait disparu après sa dernière exécution, et on disait que quiconque possédait l'un de ces pendules serait victime de sa malédiction. Je fus d'abord sceptique. Tout cela me semblait trop irréel, un simple mythe. Mais Sophie continua de chercher, parcourant les archives locales et les forums anciens. Elle découvrit que plusieurs propriétaires d'objets ayant appartenu au Carrasco avaient fait état d'étranges événements, des bruits inexplicables, des apparitions et des disparitions mystérieuses. Une conclusion effrayante se dégageait peu à peu. Le pendule n'était pas seulement un artefact de Noël, il semblait attirer une force sombre, un spectre lié à des meurtres passés. Les recherches de Sophie prirent une tournure plus inquiétante lorsque nous découvrîmes qu'un certain nombre de ces objets avaient disparu à la veille de Noël au fil des siècles, comme si le destin avait décidé qu'ils devaient toujours revenir à cette période précise de l'année. Chaque fois, il semblait que quelque chose de sinistre se réveillait à la veille des fêtes, attendant de marquer son empreinte sur ceux qui osaient manipuler l'objet. Je n'osais plus regarder le pendule de la même manière. Ce petit objet, si simple et pourtant si chargé de sens, n'était pas juste un bijou d'époque. Il avait une âme, et cette âme était bien plus vieille et maléfique que tout ce que nous aurions pu imaginer. Le temps s'était mis à jouer contre nous, et ce qui semblait être un simple cadeau de Noël allait bientôt devenir notre pire cauchemar. Les nuits suivantes furent un véritable cauchemar. Les coups, qui étaient déjà terrifiants, devinrent plus intenses, plus pressants. Chaque son semblait percer le silence de la maison, comme si quelque chose se tapissait dans les recoins, se rapprochant de plus en plus. À chaque coup, je sentais une pression croissante sur ma poitrine, comme si l'air devenait de plus en plus lourd. Sophie ne cessait de se réveiller en sursaut, son souffle court, ses yeux emplis de terreur, mais ce n'était pas tout. De plus en plus de phénomènes étranges se produisaient autour de nous. Un soir, alors que nous dînions dans la salle à manger, la température de la pièce baissa soudainement d'un coup, comme si un vent glacial avait envahi la pièce. Sophie frissonna, et je vis un souffle visible dans l'air, bien que les fenêtres fussent fermées. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas une simple chute de température. C'était comme si la pièce elle-même était en train de se refroidir, de se vider de sa chaleur, pour laisser place à quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible mais présent. Le pire survint la nuit suivante. Je fus réveillé en pleine nuit par un cri étouffé. Je me précipitai vers la chambre de Sophie, mais elle n'était pas là. La porte du salon était ouverte, et j'entendis des bruits provenant de l'autre côté. Des bruits de chaînes qui s'entrechoquaient. Des chuchotements, à peine audibles, mais terriblement clairs dans le silence de la nuit. Je me rendis dans le salon, mon cœur battant la chamade. Là, au milieu de la pièce, Sophie était agenouillée, les yeux fixés sur le pendule. Il se balançait lentement, de manière presque hypnotique. Ses yeux étaient vides, comme si elle ne m'avait pas vu entrer. Je l'appelai doucement, mais elle ne réagit pas. Alors, j'approchai le pendule, mes mains tremblantes. Ce fut à cet instant que je le remarquai, il se balançait, non pas avec le mouvement naturel de la gravité, mais comme s'il avait une force propre, une volonté. Soudain, la figure d'un homme encapuchonné apparut derrière elle, sa silhouette se dessinant dans l'ombre de la pièce. Il était immense, et son visage était dissimulé par l'ombre de sa capuche. Ses mains tenaient fermement un autre pendule, exactement comme celui que nous possédions. Il semblait marquer le rythme des coups qui résonnaient dans la maison, chaque battement de l'objet correspondant à un bruit sourd qui provenait des murs, du sol, comme une marche inexorable vers notre destruction. Je m'approchai précipitamment de Sophie et la secouai. Elle se réveilla en sursaut, et la silhouette disparut instantanément. Mais les bruits persistaient. Les coups frappaient de plus en plus fort, comme si quelque chose, ou quelqu'un, approchait. Chaque nuit, cela devenait de plus en plus insupportable, et à chaque son,
Je sentais que notre fin approchait. Nous ne pouvions plus ignorer l'évidence, le pendule attirait quelque chose de maléfique, une force liée à son passé sinistre. Et il semblait que cette force était prête à faire payer le prix de son ancien usage. Les jours qui suivirent furent une lente agonie. Le pendule, que nous avions tenté de cacher, semblait exercer une influence de plus en plus forte sur notre vie. Chaque nuit, les bruits devenaient plus violents, plus effrayants. Et à chaque fois, je sentais l'atmosphère se charger de quelque chose de lourd, d'irréel, comme si nous étions observés par des yeux invisibles. Puis, une nuit, alors que le pendule se balançait de plus en plus vite, Sophie eut une idée. Elle se souvint d'un détail dans l'histoire que nous avions lu. Chaque propriétaire des objets du Carrasco avait été victime de la malédiction à la veille de Noël. Il y avait un rituel qui, selon les anciens récits, pouvait mettre fin à cette malédiction. Mais il fallait que nous agissions rapidement. La date fatidique approchait, et la peur montait en moi à chaque minute. Nous avons décidé de tenter le rituel. Sophie avait trouvé une vieille incantation dans les archives d'une bibliothèque locale. Elle parlait de purifier l'objet en le plongeant dans l'eau salée et en récitant des prières pour chasser l'esprit maléfique. Nous savions que c'était notre dernier recours, mais en même temps, quelque chose en nous disait que cela ne suffirait peut-être pas. Il y avait une force dans cette maison, et elle ne nous laisserait pas partir aussi facilement. Le soir de Noël, alors que la neige tombait silencieusement à l'extérieur, nous nous préparions à accomplir le rituel. Mais lorsque Sophie s'approcha du pendule, quelque chose de terrible se produisit. Un cri strident perça la pièce, et tout autour de nous, les ombres dansaient sur les murs. Le pendule se balançait maintenant de manière frénétique, comme si une force invisible le manipulait. La pièce sembla se refermer sur nous, le temps se suspendant autour de nous. Je sentais une pression terrible dans ma poitrine, comme si l'air devenait trop lourd pour respirer. Avant même que nous puissions réagir, la porte du salon se ferma brusquement, et un homme apparut devant nous, celui qui, dans nos pires cauchemars, tenait le pendule d'origine. Il était là, réel, avec son visage blême et sa capuche tombant sur ses yeux. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, et l'homme se dirigea lentement vers nous, un sourire froid étirant ses lèvres. Il murmura quelque chose que je n'entendis pas clairement, mais je compris l'essentiel. Le pendule, ce mal ancien, était là pour remplir sa dernière mission, et il ne nous laisserait pas nous échapper. Le rituel n'était qu'une illusion, un espoir vain. Nous étions maintenant pris dans une boucle sans fin, condamnés à revivre la même nuit, année après année, jusqu'à ce que notre souffle s'éteigne. Le dernier coup de pendule résonna dans la pièce, et avec lui, une obscurité totale engloutit tout. La maison était silencieuse à nouveau, mais l'écho du passé résonnait toujours.